Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Franck Tétart. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en géopolitique, diplômé en relations internationales. Vous enseignez notamment à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai eu le bonheur d'être votre étudiant il y a maintenant quelques années. Vous êtes l'un des hommes à l'origine du succès de l'émission Le Dessous des cartes sur Arte, probablement l'émission de vulgarisation de géopolitique la plus populaire et la plus remarquable du PAF. Et on retrouve votre talent pédagogique dans le Grand Atlas 2024 dont vous assurez la direction, et qui paraît aux éditions Autrement, en partenariat avec France Info et Courrier International. Vous y réunissez, Franck Tétart, une quarantaine de spécialistes et une dizaine de cartographes pour présenter les grands enjeux internationaux du moment. De manière très symptomatique, vous ouvrez votre édito avec la question climatique, en notant un paradoxe. Je vous cite, Franck Tétart, en 2024, une nouvelle fois, le changement climatique est sur l'agenda des États, sans en être la priorité. Pourtant, tous les signaux sont au rouge. Le dérèglement climatique est-il, Franck Tétart, toujours un impensé des diplomaties mondiales, en particulier pour les pays les plus industrialisés? Alors, je n'irai pas jusqu'à l'impensé, puisqu'on a vu que c'était une préoccupation majeure, puisqu'il y a un certain nombre de COP qui ont été mises en place depuis 1992. Mais il est vrai que depuis la COP de Paris, on voit bien que les choses ont du mal à véritablement se mettre en place. Et le signal donné par la prochaine COP, qui, je vous le rappelle, aura lieu à Dubaï, qui est quand même au cœur d'un État qui fait partie des principaux producteurs de pétrole, évidemment inquiète et souligne un nouveau paradoxe. Est-ce que on veut véritablement se passer des énergies fossiles? Donc il y a un problème d'insuffisance de moyens déployés pour essayer de trouver une issue à cette crise? Il y a surtout une insuffisance de volonté politique. Alors évidemment, c'est plus grave, mais évidemment, les choses ne sont pas simples. Les Américains ne veulent absolument pas renoncer à leur mode de vie. Et nous, peut-être aussi, quelque part. Et puis, on a des échéances politiques qui rythment et qui sont sur du temps court, alors que, évidemment, la question climatique est du temps long. Donc, évidemment, cette différence, déjà, pose un vrai problème. Et la crise là-dessus, l'inflation, fait que les choix politiques, évidemment, sont assez tenus et pas évidents à prendre. C'est cette dialectique court terme, long terme qui perturbe le choix des décisions? Je pense en grande partie. En grande partie, on est sur des temps politiques de plus en plus courts. On voit déjà en France, on nous parle de qui va succéder à Emmanuel Macron alors qu'il n'a fait qu'une année et demie à la tête de l'État. Donc on voit bien qu'on est dans l'instant politique constant et sur les grandes décisions telles que celles qui nous engagent sur le climat. C'est des choix de société, c'est aussi des choix dans l'adaptation, dans un rythme qui doit s'accélérer, puisque le rapport du GIEC nous dit que les décisions sont à prendre assez rapidement pour qu'elles soient véritablement efficaces et que évidemment on ne soit pas dans une situation où les choses sont irrémédiables. Et donc c'est vraiment cette difficulté-là qu'on a aujourd'hui dans ces négociations climatiques. Est-ce que c'est également symptomatique que ce sont davantage les plus jeunes générations qui se mobilisent pour cette cause? Alors, moi, je trouve ça très intéressant et effectivement, j'ai l'impression que les jeunes générations constatent finalement plus que nous les effets du réchauffement climatique et se rendent compte que, eh bien, il faut agir et que, évidemment, l'insuffisance de l'action politique fait que eux font de la politique comme il se doit, à travers des organisations, à travers des marches, à travers des démonstrations de rue, y compris à travers les appareils judiciaires, parce qu'on voit dans différents lieux du monde, y compris au Portugal, des jeunes gens assigner les États face à leurs responsabilités vis-à-vis de ce changement. Franck Tétart, la période est rythmée par les crises, par les tempêtes, pour paraphraser les mémoires de Nicolas Sarkozy, dérèglement climatique, tensions sino-américaines, guerre en Europe, poussée inflationniste ou encore cybermenace. Laquelle de ces crises vous paraît la plus préoccupante pour la stabilité de l'ordre international? C'est une bonne question. Moi, je suis assez quand même sensible à tout ce qui relève du cyber et aussi, j'ai envie de dire, de ce qui relève de l'information. Et comme on est ici sur une chaîne d'information, ça me paraît assez essentiel puisqu'on voit aujourd'hui que le vrai n'est plus véritablement vrai et que le faux est cru comme une vérité. Et ça, je trouve ça particulièrement grave et on le voit finalement très bien à travers des conflits comme celui en Ukraine où... c'est la guerre des récits aussi. C'est la guerre des récits, c'est la guerre de l'information.
Et je trouve ça particulièrement important. Et c'est à mon avis ça qui peut être le plus déstabilisateur. On sait maintenant combien la Russie a joué un rôle dans l'élection de Trump. Donc on voit bien que on a une fragilité des démocraties à travers ce prisme de l'information qui ne peut fonctionner que grâce au réseau et grâce au réseau Internet notamment. Et les effets de l'intelligence artificielle sur cette question ne sont pas encore pleinement connus. Ne sont pas complètement connus et sont une nouvelle inquiétude vis-à-vis de cela et vis-à-vis de toute cette information qui crée une post-vérité. À quelle période de l'histoire contemporaine pourriez-vous comparer le moment que nous sommes en train de vivre, Franck Tétart ? Moi, j'aime pas faire des comparaisons parce que je trouve que finalement... Toute différence par ailleurs, mais c'est vrai qu'on entend souvent ces dernières années, parallèles avec les années 30, crise. Contester par exemple un politiste comme Bertrand Badi il y a quelques temps dans un autre... Oui, c'est pour ça que je n'aime pas du tout faire ce genre de comparaison parce que, au fond, ça nous fige dans une sorte de grille de lecture qui ne fonctionne pas, est infonctionnelle puisque le contexte est différent, parce que l'évolution politique et la stabilité démocratique aussi d'un certain nombre d'États fait que les choses, évidemment, sont très différentes. Est-ce que c'est parce qu'on a du mal aussi à envisager le nouveau, la surprise ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on a sans doute aujourd'hui une sorte de faiblesse à se projeter et à faire de la prospective. C'est très difficile. Et on voit bien qu'aujourd'hui, même si... Alors, je fais un retour sur l'environnement. Si on relit aujourd'hui le rapport Meadows de 1972, on voit bien que ce qui nous est annoncé est en train d'arriver. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des capacités justement à anticiper, mais évidemment, ce genre de choses ne sont souvent pas suivies d'effets. Qu'est-ce que la cartographie peut apporter à la compréhension de ces enjeux internationaux ? Alors, moi, je pense que la cartographie, d'abord, de manière très simple, vont spatialiser un certain nombre de phénomènes, mais va être aussi capable de superposer différents phénomènes. Et évidemment, connaître ce qui peut être dans un sous-sol et du coup un enjeu politique pour un État et peut-être d'un contentieux territorial avec un autre État est assez intéressant sur une carte, y compris aujourd'hui, et dans l'Atlas, il y a un certain nombre d'exemples sur certains conflits. On comprend mieux la situation aujourd'hui en Syrie, ou celle même d'un pays comme le Kosovo, lorsqu'on regarde la carte et on voit combien finalement la géographie va évidemment jouer un rôle sur la politique possible de cet État. Et ça permet de mieux comprendre la pluralité des facteurs explicatifs d'une crise ? Oui, parce que justement, on peut les additionner et la carte va donner une sorte de synthèse à un moment donné d'une situation géopolitique. Alors cette ère des méga-menaces, pour reprendre une expression de l'économiste Nouriel Roubini qui est citée dans la préface de Virginie Lepetit, la rédactrice en chef de Courrier International, est-ce que cette ère des méga-menaces est imprévisible en tant que telle ? Non, parce que elle n'est pas complètement imprévisible parce qu'on évalue de plus en plus les risques, et c'est d'ailleurs un des objets de cet atlas, et donc on a aussi une capacité d'anticipation. Maintenant, on est dans des phénomènes dont l'ampleur aujourd'hui est difficile à anticiper en raison justement des conséquences des changements climatiques. On voit bien que, y compris les feux de forêt que l'on voit et qu'on a vu cet été au Canada, ont une ampleur historique, mais inimaginable. On n'aurait jamais pensé qu'une forêt aussi vaste dans le nord du Canada... J'avais en tête la guerre en Ukraine et la décision russe d'invasion, à part les Américains et très probablement à part les Ukrainiens évidemment, peu d'observateurs et de chancelleries avaient anticipé ce choix que certains considèrent comme pas vraiment rationnel de Vladimir Poutine. Oui, alors évidemment, la rationalité des hommes politiques est assez compliquée. Et aujourd'hui, on peut effectivement se dire que peut-être il y avait un certain nombre de signaux, mais cette décision, effectivement, est revenue à un seul homme, et ça a été Vladimir Poutine. Oui. Alors là, la surprise fut aussi la première réaction face à l'annonce, il y a maintenant plus de 3 ans, du processus de normalisation des relations entre Israël et de plusieurs États arabes dans le cadre des accords d'Abraham. Le prochain horizon est celui d'un accord possible entre Israéliens et Saoudiens. Franck Tétart, est-ce que ça pourrait être l'un des grands événements de l'année à venir et donc l'un des titres de l'Atlas, du Grand Atlas 2025, même si les Saoudiens ont récemment mis en avant publiquement leur volonté de faire avancer parallèlement le dossier israélo-palestinien? Oui, alors je pense qu'effectivement, ça peut marquer un véritable tournant, avec peut-être quand même un certain nombre de points qui restent à régler. Vous évoquez la question palestinienne, mais il y a aussi l'enjeu nucléaire. On va y venir dans un instant. Même si on a ouvert peut-être aussi la question du nucléaire saoudien. Vous n'avez pas envisagé. Vous n'avez pas encore envisagé.
Et donc, effectivement, mais effectivement, ça serait un événement très important, surtout que jusqu'alors, l'Arabie Saoudite avait une position qui était celle de solution à deux États avant d'envisager un possible rapprochement avec Israël. Or là, on se place dans une perspective très différente, qui est la suite, comme vous l'avez rappelé, des accords d'Abraham, et qui ferait que les grands pays du monde arabe seraient désormais, je pense à l'Égypte, déjà depuis très longtemps, le premier, et puis l'Arabie Saoudite rentrant dans ce club des États arabes qui reconnaissent Israël. Et là, évidemment, on aurait un véritable événement pour l'année et pour les relations d'Israël avec les États musulmans. Sur le nucléaire, est-ce on s'apprête à ouvrir une nouvelle ère de prolifération? Alors, je ne pense pas, parce qu'on voit bien que la volonté saoudienne d'utiliser le nucléaire, pour l'instant, est plutôt dans le domaine civil. On a vu que les choses se passent. On sait que ça peut évoluer par ailleurs. Alors, après, il y a toujours ce risque, évidemment. Et on voit déjà, d'ailleurs, en termes du nucléaire civil, que le pays voisin, les Émirats arabes unis, ont déjà leur première centrale nucléaire. Et donc, ils ont véritablement développé le nucléaire civil pour des raisons énergétiques et pour aussi, du coup, se passer plus facilement des énergies fossiles. Évidemment, on reste quand même dans une zone avec des tensions très fortes. Et depuis assez longtemps, l'une des craintes, d'ailleurs, de la nucléarisation de l'Iran, c'était l'effet domino. Et donc cet effet domino comprenait d'ailleurs cette idée que l'Arabie Saoudite, potentiellement, si elle voyait l'Iran se doter de l'arme nucléaire, pourrait aussi souhaiter se doter de cette arme. Avec donc la possibilité pour l'Arabie Saoudite, en tout cas c'est l'exigence de Mohammed Ben Salman, le prince héritier, d'enrichir de l'uranium à portée civile sur son territoire. Oui. Ce qui n'est pas neutre comme décision. Ce qui n'est pas neutre comme décision, et donc qui pourrait, et c'est pour ça que je reviens à cet effet domino iranien, finalement peut-être conduire à un moment une Arabie Saoudite qui serait sur le seuil, comme l'est aujourd'hui l'Iran. Donc c'est toujours ce risque-là qu'il faut prendre. Toutefois, on peut se poser la question et se dire que l'Arabie Saoudite étant un allié américain, décidant de nouer des relations diplomatiques avec Israël, serait sans doute, entre guillemets, plus contrôlable, ou en tout cas surveillé que ne l'est aujourd'hui l'Iran pour les raisons qu'on connaît. Dans ce Grand Atlas 2024, Franck Tétart, vous consacrez une double page à l'Iran, justement, entre répression et isolement. C'est le titre de cette double page. Répression, alors que le mouvement né de la mort de Mahsa Amini, il y a un an maintenant, continue d'être opprimé. Isolement en raison des sanctions qui touchent la République islamique. Est-ce qu'un accord nucléaire, justement, pourrait sortir Téhéran de son isolement 6 mois après le rétablissement de ses relations avec l'Arabie Saoudite, justement? Oui, alors, ce fait-là, on ne l'avait pas encore lorsqu'on a terminé l'Atlas. Effectivement, ça aurait peut-être changé un petit peu le titre. Mais oui, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, on l'a vu lorsqu'il y a eu l'accord de 2015. Moi, à ce moment-là, j'habitais à Dubaï. Toutes les entreprises américaines étaient à Dubaï et passaient leur temps à faire la navette vers l'Iran. Donc, ce que je veux dire par là, c'était sortir de cet isolement, c'est d'abord sortir d'un isolement économique. Et les grandes entreprises françaises, européennes, américaines étaient prêtes à foncer de l'autre côté du Golfe Persique pour profiter de ce marché. Je vous rappelle que l'Iran, c'est un grand marché au Moyen-Orient, puisque c'est 80 millions d'habitants, et avec des besoins énormes, puisque les sanctions qui durent depuis presque 2 décennies font qu'il y a un certain nombre de manques, dans différents secteurs, et y compris tout ce qui est automobile notamment. Et donc, c'est que Peugeot était très présent historiquement. Exactement. Et donc Peugeot était sur les rangs pour de nouveau retourner sur le marché iranien. Et les pressions économiques donc jouent un rôle dans les décisions des chancelleries, notamment occidentales, pour se rapprocher de l'Iran, en tout cas pour essayer de trouver un accord informel? Alors, je n'ai pas l'ensemble des éléments des rouages, mais effectivement, il y a une volonté de normaliser ces relations, à la fois pour la stabilité régionale, même si on voit aujourd'hui que ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite est peut-être déjà une bonne nouvelle au niveau régional pour évidemment stabiliser les tensions entre ces deux grands pays du Moyen-Orient. Maintenant, effectivement, c'est au niveau international qu'il faut voir les choses et arriver à stabiliser et à éviter cette prolifération nucléaire de l'Iran. Une explosion a récemment eu lieu à proximité d'une base de missiles du corps des gardiens de la révolution islamique. Ça s'est passé dans l'ouest de l'Iran, dans la ville de Khorramabad. Des drones israéliens chargés de bombes auraient visé, dit-on, une base des passes d'Aran, abritant une vaste installation souterraine de missiles et de drones. Est-ce qu'on s'approche, Franck Tétart, de plus en plus d'un affrontement direct entre les deux pays ?
C'est une bonne question. Moi, je ne pense pas. Je pense que l'idée, c'est vraiment pour Israël de protéger ses intérêts. C'est aussi pour montrer la capacité technologique dont elle dispose pour pouvoir justement contrer ce genre de enfin, les actions potentiellement nuisibles aux intérêts israéliens. Notamment à travers le cyber dont vous parliez tout à l'heure. Oui, notamment à travers le cyber. Et on avait vu, il y a eu d'autres... Stuxnet notamment. Voilà, exactement, qui montraient justement ces capacités israéliennes. Mais je ne pense pas qu'Israël n'ait un intérêt véritablement à rentrer dans un conflit armé. On sait aussi très bien que du côté du Golan, on joue aussi à sécuriser le plus et à repousser l'allié iranien qu'est le Hezbollah. Donc on évite justement de rentrer dans une guerre, mais on montre sa capacité, je parle d'Israël, à pouvoir justement tenter de repousser cette menace que représente l'Iran. Pour revenir à des considérations plus générales sur l'état du monde, Franck Tétart, cette ère des méga-menaces est-elle aussi, selon vous, celle de la peur des peuples, notamment en Occident ? Quand vous dites peur des peuples, c'est-à-dire... L'angoisse sur un avenir incertain. Qui favorise le populisme Oui, j'allais venir ensuite à la traduction politique de cette peur, mais... Je pense notamment à ce livre de Dominique Moïse sur la géopolitique des émotions, dans lequel il expliquait que le sentiment dominant, l'émotion dominante était celle de la peur et de l'angoisse en Occident, en particulier en Europe. Oui, non, mais alors la peur, on le voit aujourd'hui, mais notamment à travers le problème des migrations et la situation que l'on connaît en Méditerranée, mais elle est largement aussi instrumentalisée politiquement, et on voit bien aussi comment le gouvernement actuel se retrouve un peu en porte-à-faux pour mener la politique peut-être qu'il souhaiterait mener, parce qu'on a 30% de personnes qui votent pour le Front National, et donc le Rassemblement National, pardon, et on voit bien cette difficulté aussi. Mais c'est vrai que les grandes menaces, et notamment peut-être tout ce qui concerne la guerre, et d'avoir vu le retour de la guerre aux portes de l'Europe avec ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et que finalement la Russie soit passée à l'acte, on a vu que ça avait créé une inquiétude en Europe, et c'est d'ailleurs peut-être cette inquiétude qui a aussi poussé les Européens à être solidaires des Ukrainiens par un accueil, notamment dans un certain nombre d'États qui ont ouvert leurs portes, la Pologne qui était sans doute la plus proche, mais aussi l'Allemagne ou même la France à un certain degré. Donc oui, la peur peut être aussi génératrice de positif. Par exemple ? Justement, cette solidarité européenne. Même si elle est parfois remise en cause, mise à mal par des gouvernements, je peux penser au gouvernement italien, qui est un paramètre à prendre en compte aussi pour les autorités françaises. Évidemment, et surtout aujourd'hui, à l'heure de l'Union européenne, on voit bien que l'ensemble des États ne sont pas raccords sur les politiques à mener, y compris vis-à-vis des migrants. Ouais. Vous recensez, Franck Tétart, 22 pays en guerre en 2022 et 3 conflits majeurs avec plus de 10 000 morts dans l'année, l'Afghanistan, le Yémen et la Birmanie. On va parler évidemment juste après de l'Ukraine. Ce ne sont pas pourtant, et loin s'en faut, les conflits les plus couverts par les médias, ni même peut-être ceux dont le concert des nations se préoccupe le plus. Comment l'expliquez-vous ? Je crois malheureusement que on est sur des conflits qui durent depuis assez longtemps. Je crois qu'il y a une lassitude médiatique à entendre parler de l'Afghanistan, puisque... C'est pas le cas du conflit israélo-palestinien, par exemple, qui est tout aussi ancien. Oui, bien, et qui est une exception à la règle. Qui est peut-être l'exception à la règle, on pourrait y revenir si vous voulez. Mais je crois qu'il y a une sorte de lassitude, et aussi moins d'intérêt pour nous les Européens ou nous les Français aujourd'hui en Afghanistan avec le régime taliban, évidemment. Au Yémen, alors nous, on en parle moins aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de polémiques sur la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite qui aurait servi dans cette guerre contre le Yémen. Et on voit bien que l'intérêt aussi des populations est plus grande vis-à-vis d'un conflit comme l'Ukraine qui est à nos portes. Lassitude des opinions et donc conséquemment très grande prudence des chancelleries. Il y a un lien entre les deux. Oui, globalement oui, et puis on n'est quand même pas dans notre zone, j'ai envie de dire, d'influence traditionnelle, en tout cas lorsqu'on parle de la France. Vous le savez, le Yémen, c'est plutôt une zone américaine, entre guillemets, où l'influence américaine est très forte. Sur l'Afghanistan, ça a été aussi largement, depuis l'intervention post-2001
sous l'influence américaine. Et donc, c'est des zones d'intérêt qui nous intéressent moins. Et puis, on a aujourd'hui un certain nombre de difficultés en Afrique, et donc pas la peine peut-être de multiplier les fronts. 3 conflits majeurs donc et 19 conflits de haute intensité avec au moins 1000 morts dans l'année. Le plus emblématique est évidemment celui en Ukraine. Vous écrivez, Franck Tétart, que l'issue de cette guerre d'usure est toujours incertaine. Où en est justement la contre-offensive ukrainienne alors que le début de l'hiver n'est plus si loin de nous maintenant ? Justement, on retombe un peu dans cette guerre de front. C'est pour ça que j'avais parlé dans l'Atlas de guerre d'usure, parce que là, si on peut faire un parallèle historique, moi je ferais volontiers le parallèle avec la Première Guerre mondiale. On voit bien qu'aujourd'hui, on s'enlise dans ce front, que les contre-offensives et offensives ont beaucoup de mal à devenir décisives. Et malgré la bonne volonté de l'Ukraine, on voit bien que cette contre-offensive patine un peu. On voit aussi des critiques, notamment d'une partie de l'état-major américain, sur les choix militaires ukrainiens. Oui, il y a un certain nombre de critiques qui commencent à émerger. On voit aussi un nouveau front se créer parce que la Crimée devient, j'ai envie de dire, une terre de conflits et d'enjeux, et on voit bien que de plus en plus elle est ciblée par des tirs ukrainiens. Conquise en 2014, ça, il faut oui, remonter. Qui a été conquise en 2014 et qui reste en tout cas revendiquée par l'Ukraine comme un territoire constitutif de l'Ukraine. Donc on voit que cette contre-offensive patine, donc d'où les critiques, et à la fois il y a aussi de l'autre côté l'Ukraine qui demande plus de moyens. Et on est un peu embêté côté européen parce qu'on n'est pas capable de fournir ces moyens. Aujourd'hui, c'est quand même les États-Unis qui fournissent le plus de moyens à l'Ukraine, et qu'un faux pas pourrait conduire finalement à faire en sorte que on se retrouve dans un conflit véritablement avec la Russie, et du coup entraîner l'OTAN dans une guerre avec la Russie, ce que personne ne veut. Vous citez François Hesbourg, pour qui nous sommes pour le moment au moins devant un jeu à somme nulle. Dès lors, faut-il considérer qu'une solution diplomatique pérenne reste, en tout cas au moment où l'on se parle, encore très hypothétique? Aujourd'hui, oui, je pense que c'est très hypothétique. Poutine n'est pas du tout prêt à des négociations, parce que il a été affaibli avec l'affaire Prigojine, et donc sa remise en cause finalement de son autorité. Et parce que le temps joue pour lui aussi, peut-être ? Et parce que le temps joue pour lui, parce qu'il y a une élection, il ne faut pas l'oublier, l'année prochaine en Russie, et que Vladimir Poutine va se représenter. Donc lui a intérêt à tenter de marquer des points dans ce conflit ukrainien. Négocier pour lui, pour le moment, c'est avouer une forme de défaite ? C'est avouer une forme de défaite, ou une négociation qui serait à l'avantage de la Russie, et c'est-à-dire ce que ne veut absolument pas l'Ukraine. Et donc c'est toute la difficulté, c'est que pour l'instant, aucun des deux ne souhaite renoncer à la moindre parcelle de territoire. Cette guerre confirme en tout cas clairement, Franck Tétart, le retour des États-Unis dans les affaires du monde, auquel vous consacrez également dans ce grand atlas 2024 une double page accompagnée d'une carte très utile sur les installations militaires américaines dans le monde. Ce réinvestissement engagé par l'administration Biden lui survivra-t-il ? Autrement dit, est-il circonstanciel, et ne verra-t-on pas à l'avenir la puissance américaine se concentrer surtout vers l'Asie, vers ce pivot asiatique dans le cadre de sa rivalité avec la Chine ? C'est certain qu'aujourd'hui, le pivot indo-pacifique est une sorte de nouveau terrain d'intérêt et de potentiel affrontement avec la Chine. Ce qu'on voit toutefois, c'est qu'au Moyen-Orient, les États-Unis sont un peu moins présents et sont de plus en plus victimes, entre guillemets, de l'influence chinoise, puisque la Chine est parvenue à favoriser le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc on voit que les États-Unis ne sont pas aussi présents dans cette zone qu'ils ne l'étaient. Le seul lieu où ils sont de nouveau là, c'est véritablement en Europe, depuis la guerre en Ukraine. Et on voit bien cette renaissance de l'OTAN, alors que Emmanuel Macron l'avait qualifié de situation de mort cérébrale. Exactement. Et donc, on voit bien finalement de nouveaux intérêts. C'est-à-dire que il reste que les Américains ont cette capacité assez pragmatique, et c'est surtout cette capacité de pouvoir se déployer assez rapidement dans différentes zones. Donc, on avait l'impression qu'ils avaient quitté l'Europe, ou en tout cas se retirer un peu d'Europe, même si l'OTAN était toujours là, mais était un peu moins présent, qu'ils se retiraient également du Moyen-Orient pour justement ce pivot asiatique et cette zone qu'on appelle maintenant l'Indo-Pacifique. Mais en réalité, ils ont la capacité, si nécessaire, de revenir. On le voit avec l'Europe, et au Moyen-Orient, ils ont et ils continuent à défendre un certain nombre d'intérêts.
La Finlande a rejoint l'OTAN cette année, la Suède devrait suivre. Et également, l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN, alors que c'est, on le sait, une ligne rouge pour Moscou. Je pense honnêtement que l'OTAN n'a pas encore l'intention d'intégrer l'Ukraine. Et je me demande si c'est pas aussi une façon de pouvoir négocier avec la Russie et de favoriser finalement à terme un accord où l'OTAN pourrait garantir la sécurité sans que l'Ukraine soit obligatoirement membre de cette alliance qui, effectivement, pour la Russie, est une ligne rouge. Alors, vous le disiez, autre espace au cœur des rivalités de puissance, même désormais peut-être principal espace au cœur de ces rivalités, l'Indo-Pacifique, en particulier Taïwan, où se tiendront des présidentielles en janvier 2024. C'est l'élection la plus importante de l'année avec celle aux États-Unis, à la fin de l'année. Je pense que ça sera une élection très importante pour ce début d'année, puisque en fonction des résultats, on verra si Taïwan conserve finalement cette ligne, puisqu'actuellement le parti au pouvoir est sur une ligne pro-indépendance, ou si le Kuomintang revient au pouvoir, et dans ce cas-là, des facilités de coopérer et en tout cas de s'engager plus vis-à-vis de la Chine sur une ligne qui conviendrait beaucoup mieux à la Chine actuellement. Pourquoi Taïwan est-il si important pour Pékin ? Est-ce que c'est surtout lié à l'inquiétude chinoise face à ce qu'on appelle la première chaîne d'îles pro-américaines dans l'océan Pacifique ? Alors, effectivement, on peut voir ça au niveau stratégique et considérer que les Chinois considèrent que les Américains sont un peu trop près de leur territoire et de leurs intérêts. Mais il ne faut pas oublier l'histoire. Et la question identitaire aussi ? Et la question identitaire, mais je dirais plutôt la question historique, c'est-à-dire que les Chinois sont en train de sortir, grâce à leur politique menée depuis le début de la Chine communiste, de ces traités inégaux, ces traités qui ont humilié la Chine puisqu'elle a été dépecée d'un certain nombre de territoires. Donc après avoir récupéré Macao, Hong Kong, aujourd'hui le rêve ultime, c'est de récupérer Taïwan, qui a été territoire chinois historiquement, et en tout cas est revendiqué comme tel par la Chine. Et donc, au fond, finaliser ce retour à la normalité, en tout cas c'est comme ça que c'est vu par les Chinois et Xi Jinping et le Parti communiste chinois, pour du coup retrouver cette puissance à l'échelle mondiale. Une dernière question, Franck Tétart. Comment la rivalité en matière de nouvelles technologies peut-elle expliquer l'intensité de la rivalité sino-américaine, et pourquoi Taïwan s'est imposé comme l'un des abcès, peut-être l'abcès de fixation principal de cette rivalité entre les deux puissances ? Parce qu'on a un lieu de production de microprocesseurs dont dépend toute l'industrie électronique, votre téléphone, tout ce qui est aujourd'hui bâti. Avec TSMC. Pardon ? Avec la société TSMC, qui est leader sur qui est leader là-dessus. Semi-conducteurs. Donc évidemment, les semi-conducteurs sont particulièrement aujourd'hui au cœur de cette bataille. Et puis, les Chinois s'inquiètent de ne pas pouvoir en obtenir suffisamment pour leur développement industriel. Merci beaucoup Franck Tétart d'avoir été avec nous pour nous présenter le Grand Atlas 2024 qui est publié sous votre direction aux éditions Autrement, en partenariat avec Curie International et France Info. Je signale également la publication d'Atlas des religions, dont c'est la 2e édition. J'espérais avoir le temps d'en dire quelques mots, mais c'est passionnant également. Passion identitaire et tension géopolitique, c'est publié là aussi aux éditions Autrement. Merci encore d'avoir été avec nous dans Géopolitique le MAG, et à très bientôt sur Radio J. Avec plaisir, merci.